Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Rebonjour à tous et à toutes. Nous allons donc passer à la deuxième table ronde de ce colloque sur Michel Rocard et la dimension territoriale de l'action publique. Après avoir franchi l'étape 1966 et décolonisé la province, passons 11 ans plus tard, 1977, et Michel Rocard à l'exercice des responsabilités locales, puisque c'est l'année où il est élu maire de Conflans-Sainte-Honorine. Alors pour présenter cette table ronde, Pierre-Emmanuel Guigaud, maître de conférence à l'université de Paris-Créteil, et pour discuter de ce qu'il va nous présenter, deux des meilleurs connaisseurs de cette période, non seulement connaisseurs, mais acteurs, Jean-Paul Huchon, qui a été à cette époque-là le premier adjoint de Michel Rocard à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, qui a été ensuite maire de Conflans et président de la région Île-de-France, et Isabelle Massin, qui en 1977 était la directrice de cabinet de Michel Rocard à Conflans-Sainte-Honorine, et qui a été ensuite maire de Cergy et conseillère générale, elle n'était pas encore départementale, du Val d'Oise. Nous évoquerons donc à la fois Michel Rocard, maire de Conflans, mais aussi conseiller régional, puisqu'on a évoqué l'importance du fait régional dans sa vision de la décentralisation et de la responsabilisation des territoires. Il se trouve que Michel Rocard a siégé un certain nombre d'années au Conseil régional d'Île-de-France, et donc nous allons demander à Pierre-Emmanuel Guigaud, qui a été un des premiers, je crois, à explorer les archives de cette période, de nous en retracer les grandes lignes. Je lui cède donc la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Alors, je suis d'abord profondément désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je suis malheureusement cas contact et donc je n'ai pu malheureusement me rendre parmi vous. Et eh bien, je vais quand même pouvoir vous présenter, grâce à cette hybride que parlait tout à l'heure, qu'évoquait Pierre Pringuet, eh bien, ma présentation. Alors, je vais effectivement vous parler de Michel Rocard comme élu local. En se demandant, le titre de ma communication sera « La décolonisation de la province mise en pratique ?» point d'interrogation. Michel Rocard, élu local, 1977-1994. Alors, je partirai d'un paradoxe, c'est que ce Michel Rocard, qui a prôné, comme l'a rappelé Thibaut Tellier tout à l'heure, la décolonisation de la province, est lui-même un homme qui finalement est faiblement ancré dans les territoires. Alors, c'est un concept un peu provocateur et c'est bien le but, c'est aussi d'ouvrir une discussion. Mais au final, Michel Rocard reste très parisien tout au long de sa carrière, hein, même quand il sera élu à Conflans comme maire, comme député, et avant ça comme député de la 4e circonscription des Yvelines. Il n'a jamais véritablement quitté Paris. Il a, à ma connaissance, eh bien, habité Conflans que très peu de temps. Il faisait sinon eh bien, les trajets vers la ville dont il était le maire. Et c'est un peu un paradoxe dans un jeu politique français qui est quand même dominé pendant longtemps par cette idée d'une forte territorialisation des principaux leaders politiques. On se fait cette image d'un leader politique qui soit associé à un territoire, et la conquête d'un territoire est même un élément essentiel dans une phase d'ascension. On peut penser bien évidemment à François Mitterrand, à Jacques Chirac, à Georges Pompidou et à d'autres. Et je renvoie pour tout ça au colloque qu'avait organisé François Dubasque, qui interviendra un peu plus tard dans la journée, sur justement François Mitterrand et les territoires, et d'autres personnalités politiques et les territoires. Alors, est-ce que Michel Rocard est un homme politique sans attache territoriale ? Il a en tout cas longtemps voyagé sur la carte électorale avant d'aboutir eh bien, à Conflans-Sainte-Honorine. Certes, il a été député des Yvelines de 1969 à 1973, mais il n'est pas député de la circonscription de Conflans. Il est député d'une autre circonscription, la 4e circonscription des Yvelines. Et avant cela, eh bien, ses conseillers l'ont fait voyager pas mal sur la carte avant d'atterrir à Conflans-Sainte-Honorine, puisqu'il avait été envisagé dans le Val d'Oise, il avait été envisagé dans les Hauts-de-Seine,
et c'est finalement à Conflans qu'il atterrira en 1977, parce qu'à cet endroit-là, il y avait des militants socialistes très organisés qui ont fait appel à lui, et parce qu'en outre, ce qui l'intéressait peut-être plus d'ailleurs que la mairie, alors encore un propos un peu provocateur, bien évidemment qu'il a été un grand maire, je vais y revenir, mais à l'origine, peut-être plus que la mairie, ce qui l'intéressait, eh bien, c'était la circonscription, et notamment récupérer un mandat de député qui joue un rôle évidemment essentiel dans le jeu politique. Et la circonscription de Conflans était intéressante puisque déjà elle était gagnable sur la droite, ce qui était vraiment un de ses grands souhaits. Il ne voulait pas récupérer finalement une circonscription facile, entre guillemets. Et puis en plus, elle était quand même gagnable sur le papier puisque François Mitterrand avait obtenu des bons scores en 1974 lors de la présidentielle. Alors, Conflans, c'est véritablement le laboratoire, c'est comme ça qu'il l'a décrit, et il sera un maire marquant. Hein. Beaucoup de la ville telle qu'elle est encore aujourd'hui a été façonnée eh bien, par les mandats de Michel Rocard et de Jean-Paul Huchon qui lui a succédé par la suite. Il a voulu vraiment faire de Conflans le lieu de préparation de ce que serait sa politique nationale par la suite. Puisque quand il en devient maire en 1977, il a cette volonté d'accéder aux plus hautes fonctions et puis bien évidemment à la fonction présidentielle. Donc Conflans va être le laboratoire de ce que serait le rocardisme en pratique. Il va mettre en œuvre pour cela eh bien, une véritable démocratie locale avec des commissions extra-municipales qui participent eh bien, au débat de la mairie, qui sont très écoutées par le maire et qui réunissent des associations, des citoyens autour des principaux thèmes abordés par la mairie. Il met en œuvre également, eh bien, il renforce le service public offert par la mairie avec la construction de crèches. On avait une ville qui était restée finalement dans son état des années 50, qui s'était peu développée, qui avait acquis beaucoup de population, Conflans, mais qui était restée dans son schéma finalement presque d'avant-guerre. Et donc il a fallu moderniser cette ville, l'adapter à cette population nouvelle avec la construction de crèches, de collèges, de lycées, la dotation également en termes de transport, hein, puisqu'il va y avoir une ligne de RER qui va aboutir jusqu'à Conflans, et puis également des services publics de proximité qui soient attentifs aux besoins des gens avec la création d'un busphone, hein, un système de bus tel qu'on en trouve beaucoup maintenant dans les territoires ruraux, mais qui était très nouveau à l'époque et que l'on pouvait commander en téléphonant, notamment pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées qui ne pouvaient pas se déplacer et qui n'avaient pas eh bien, de voiture ou de véhicule. Donc là encore, quelque chose de très moderne finalement dans la pratique et en même temps de très rocardien parce que très souple, qui doit s'adapter aux besoins concrets des gens. Et tout ça s'est appuyé, avant sa mise en œuvre, sur eh bien, une grande campagne de concertation. Hein, juste après son élection, il a mis en œuvre une grande campagne de concertation pour connaître les besoins des citoyens. Alors, l'autre point que je souhaiterais développer, c'est Michel Rocard à la région. Parce que ça a été moins étudié jusqu'à présent. Michel Rocard, maire de Conflans, a été l'objet de beaucoup de travaux. Lui-même s'en est beaucoup servi dans ses campagnes, notamment dans la campagne pré-présidentielle de 1981 ou encore dans l'autre campagne pré-présidentielle, celle de 1988. Hein, il fait eh bien, souvent recours à Conflans pour montrer justement ce que serait qu'une gestion rocardienne de la France. Et même lors de l'émission Questions à domicile de mars 1988, eh bien, il reçoit Anne Sinclair et Jean-Marie Colombani dans la mairie de Conflans et il est tout fier de pouvoir montrer la Marianne d'or qu'il a reçue justement grâce à la politique que la ville mène pour l'intégration des enfants handicapés dans le milieu scolaire, mais aussi dans la ville. Et donc, vraiment, Conflans est à la fois un trophée concret, mais aussi un trophée eh bien, dans ses campagnes électorales. Alors, Michel Rocard, au Conseil régional, c'est un point qui jusque-là a moins intéressé les historiens, et pourtant, eh bien, on a une œuvre intéressante. Alors, Michel Rocard, il va surtout être actif au Conseil régional entre 1978 et 1980. Par la suite, il sera happé par les fonctions nationales et donc sa présence sera beaucoup plus éphémère, voire eh bien, beaucoup plus brève. Alors, le Conseil régional de 1978, ça a été rappelé un petit peu par Thibaut Tellier tout à l'heure, il est très différent
de celui d'après 1982 que connaîtra Michel Rocard, notamment lorsqu'il retrouvera son siège de conseiller régional en 1986, aux côtés notamment de Pierre Zemmour qui est intervenu tout à l'heure. Le conseil régional de 1978, il dépend de la loi de 1979 et donc ses pouvoirs sont relativement faibles. Il a un pouvoir surtout de concertation, de dialogue autour de projets qui sont en fait élaborés par le préfet de la région, qui reste le principal exécutant de l'action politique au sein de cette région. Donc c'est surtout un lieu où on délibère, où on débat et on met en place des directives, des directions, notamment sur la politique à l'égard des transports ou des incitations économiques. En outre, ce conseil régional de l'époque, il n'est pas élu. Michel Rocard devient conseiller régional parce qu'il est député des Yvelines. C'est en fait un conseil régional qui est composé des parlementaires, des députés et des sénateurs de la région, plus, à parité, de représentants des conseils généraux. Donc, dans ce conseil régional qui est avant tout un lieu de débat, Michel Rocard va intervenir à de nombreuses reprises, notamment en 1978 et en 1979. Il fait des discours fleuves. Le président Michel Giraud est obligé, qui est donc de droite, Michel Rocard est dans la minorité à l'époque, est régulièrement obligé de le couper parce que Michel Rocard a beaucoup à dire et a une vraie ambition pour cette région. Ce qu'il exprime au conseil régional, en tant que secrétaire du groupe socialiste, c'est véritablement l'idée que la région doit être un acteur essentiel de la démocratie. Parce que c'est selon lui l'échelon pertinent. C'est l'échelon pertinent pour une politique de l'emploi. On est après le choc pétrolier de 1973 et donc les questions de chômage sont évidemment au cœur de ses interventions. Et son idée, c'est de faire de la région le moteur d'une politique industrielle et économique de cet échelon afin de favoriser l'emploi dans une zone qui est particulièrement touchée et qui est en plus en pleine mutation économique. On retrouve également dans ces interventions des grandes thématiques rocardiennes, notamment toute la question des cadres de vie, la question de l'environnement. C'est au cœur de ces interventions et il appelle notamment à une amélioration des cadres de vie, à la multiplication des espaces de plein air. Tout à l'heure, Christian Blanc interviendra et je pense qu'il aura aussi à dire sur ce rapport entre Michel Rocard et les réflexions autour des espaces de plein air. Il réclame également que cette région ait beaucoup plus de pouvoir. Il se plaint à plusieurs reprises de n'être qu'une chambre consultative et de ne pas avoir véritablement de pouvoir exécutif. Tout à l'heure, Thibaut Tellier parlait de Pierre Mauroy à la tête de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un exemple que prend Michel Rocard justement pour dire qu'il faut que la région soit plus interventionniste, qu'elle ait un véritable rôle dans l'État. Et puis ce qu'il réclame, c'est que la région intervienne aussi pour régler les questions d'inégalité. On sait bien que la région Île-de-France est toujours une des grosses problématiques aujourd'hui. Elle est très divisée entre un sud et un ouest plutôt aisés et puis un nord et un est qui est plutôt défavorisé. Cette thématique-là, Michel Rocard la porte en disant qu'il faut une politique de développement, d'espaces de plein air, d'emploi, de tissus industriels et économiques pour le nord et l'est de la région, de transport aussi, qui sont très largement délaissés. Et puis pour mettre en œuvre tout ça, il réclame la création d'une banque régionale d'investissement qui permettrait de soutenir cet effort économique et de soutenir aussi le développement de cette région. Comme membre du conseil régional, il est un critique sévère de l'État centralisateur. Alors évidemment, c'est déjà très présent dans Décoloniser la province. Mais là, il utilise finalement ce porte-voix du conseil régional pour mettre en cause le rôle de l'État, notamment à travers la figure du préfet. Alors, il y a des moments quand même où il ferraille durement avec le préfet de région, et le préfet d'ailleurs qui lui répond, puisque le préfet intervient aussi dans ces délibérations du conseil régional. Et puis il ferraille aussi Michel Rocard avec la DATAR que Thibaut Tellier a cité tout à l'heure. La DATAR, que Michel Rocard vilipende. Il aura notamment cette formule en considérant que finalement la DATAR a empêché le développement économique de la région
il dira notamment que la data est apparue avec la puissance qu'on lui connaît et davantage pour empêcher que pour réaliser, ou bien l'on assiste à des mesures de décentralisation électorale, comme le cas de ce service qui a même fait descendre dans la rue quelques-uns de nos collègues de la majorité. C'est aussi l'un des traits de Michel Rocard, c'est que dans ses interventions au Conseil régional, on retrouve cette idée d'ouverture, c'est-à-dire qu'il arrive sur ses idées de décentralisation, d'intervention de la région, eh bien, à faire consensus derrière lui. Même la droite eh bien, soutient les propositions qu'il porte et il réussit même à faire passer un amendement eh bien, au sein de ce conseil régional, ce qui montre déjà ce côté un petit peu fédérateur autour d'un thème de la décentralisation qui en réalité recoupe bien au-delà du clivage droite-gauche, qui est plutôt un clivage au sein de chacun des camps. Alors, ce que réclame Michel Rocard, c'est une véritable planification pour les territoires. Il se fait critique du 7e et du 8e plan mis en œuvre par Raymond Barre et qu'il considère comme étant des faux plans, des coquilles vides qui n'ont pas une véritable envie planificatrice. Michel Rocard, il est l'héritier de l'ENA des années 50, dans lequel la question de la planification est un élément essentiel pour structurer l'économie. Ça n'est pas la planification soviétique, évidemment que non, c'est une planification incitative, mais qui est pour lui essentielle pour mettre en œuvre une politique des transports, pour mettre en œuvre une politique de l'emploi, pour mettre en œuvre une politique des cadres de vie. Et ce plan régional, il le réclame à plusieurs reprises, sans l'obtenir bien évidemment, et tout ça l'amènera par la suite à mettre en œuvre, comme l'a rappelé Thibault Tellier, les plans État-région. Et là-dessus, je vous invite à aller relire la newsletter, puisque Pierre Pringuet l'a cité tout à l'heure, la newsletter de l'association, notamment le numéro de septembre, porté sur la planification selon Michel Rocard, à l'heure où un commissaire au plan est réapparu. Et je vous invite donc à aller relire ce que l'on écrivait à l'époque. Alors, cette présence de Michel Rocard à la région, elle va se faire un petit peu plus déclinante à partir de 1980. Il a d'abord une campagne présidentielle à préparer, qui certes n'aboutira jamais, mais qui va très largement le capter à partir de 79-80. Et puis, évidemment, il ne siégera plus lorsqu'il sera ministre. Par contre, à partir de 86, il sera à nouveau membre du conseil régional. Il est élu sur la liste socialiste des Yvelines en 1986. Mais le conseil régional a complètement changé. Il s'est doté, bien évidemment, de pouvoirs nettement supérieurs. Et en outre, Michel Rocard est noyé au milieu de la masse des élus socialistes. Et donc, il n'intervient, il y a 200 élus quand même dans ce nouveau conseil régional, contre une trentaine dans celui des années 70. Et donc, il ne prend plus véritablement la parole. Et il est moins actif à partir de là. Et ce n'est véritablement qu'en 1992 qu'il quittera le conseil régional. Il est censé encore y siéger quand il est à Matignon, mais bien évidemment, il n'y est plus et il ne souhaite pas y revenir après 1991, même s'il a envisagé à plusieurs reprises d'en être le candidat à la présidence. Alors, pour conclure, Michel Rocard a une vision tout à fait différente d'un François Mitterrand, par exemple, et de beaucoup d'autres personnalités politiques, de ce que c'est qu'un territoire. Ça n'est pas un homme politique déterritorialisé, mais c'est un homme politique qui conçoit le territoire dans un rapport qui est rationnel. Pour lui, le territoire, c'est une entité qui doit être efficace, dont on doit être conscient aussi des singularités. Tout à l'heure, Olivier Bianchi parlait de l'adaptation de la décentralisation aux singularités territoriales. C'est quelque chose qui est très présent dans son discours. On l'a rappelé tout à l'heure avec décoloniser la province. Donc il y a vraiment cette idée de sa part que le territoire, ça doit être une entité qui doit être rationnelle et qui doit être efficace, dans lequel on doit mettre en œuvre tous les moyens qui sont déjà latents pour l'efficacité du territoire, pour que celui-ci puisse être bien gouverné, pour que celui-ci puisse être cohérent et pour que celui-ci ait une véritable politique active. En gros, il était favorable non pas à une vision un petit peu mythique et charnelle des territoires, qui était celle sans doute d'un François Mitterrand, mais plutôt d'une vision rationnelle d'un territoire comme entité administrative et identitaire. Il ne niait évidemment pas l'identité des territoires, mais qui soit pleinement autonome et capable de prendre les meilleures décisions comme échelon pertinent du pouvoir, les décisions les plus justes en termes économiques, sociaux et politiques. Je vous remercie pour votre attention et bien évidemment, je reste pour le débat. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guigaud. Alors, première question à Isabelle Massin et à Jean Peluchon.
Conflans-Sainte-Honorine, c'était un territoire ou un terroir pour Michel Rocard? Moi, je vais. Enfin, Isabelle Massin. Vas-y. Oui, non, moi, je crois que, si vous voulez, ce qui était clair, c'est que, comme vous l'avez dit, il était parisien, il restait parisien, mais il avait un lien affectif avec Conflans-Sainte-Honorine. Et c'est évident que s'il n'y avait pas eu Jean-Paul Huchon enfin, il n'aurait pas pu exercer son rôle de maire, je le dis, parce que c'est vrai qu'au quotidien, il n'était pas à Conflans. Et tout le monde le savait. Ceci étant, il avait vraiment un lien affectif, je le répète, et il avait vraiment la volonté que toutes les grandes idées qu'il brassait, avec tous les interlocuteurs de tout genre qu'il avait, il fallait voir si ça avait du sens à Conflans. Et moi, ce qui me frappait beaucoup, et je veux dire que ça reste pour moi tout à fait d'actualité, si vous voulez, j'étais un peu extérieure, puisque ça n'a pas été dit, mais il faut quand même rappeler qu'il a été élu après un élu qui avait fait sa campagne sur bien de chez nous, entre nous. Et si vous voulez, ce qui était très intéressant, enfin pour moi qui arrivais un peu en pièce rapportée, pour dire les choses comme elles sont, si vous voulez, c'était que Rocard, il avait une volonté farouche, me semble-t-il, d'associer les intellos qui l'entouraient et les vrais militants de base de toujours. Il avait une volonté farouche de prendre en compte tous les besoins de la population. Et il avait, enfin, je crois qu'aujourd'hui, où ces problèmes de lien social sont si difficiles à traiter, il avait vraiment une conscience aiguë qu'à Conflans, il y avait un terroir, je sais pas, pour faire des expérimentations et essayer de construire, je dirais, des échanges sociaux, des passerelles. Et bon, quelques exemples. Vous avez parlé du busphone. Je pense que le busphone, c'était typique. C'était quand même une idée portée par une certaine élite de Renault, avec Michel Orfeuille, qui est devenu maintenant une référence sur les transports collectifs, qui a fait son stage chez nous. Enfin, je dis chez nous, à Conflans. Et si vous voulez, ça, c'est assez typique. C'est-à-dire que c'est parce que c'était Michel Rocard qui était maire, c'est parce qu'il faisait confiance que l'expérimentation a pu être menée. Sans ça, le territoire de Conflans a bénéficié vraiment de Rocard, parce qu'il y avait toute une série de gens qui voulaient y expérimenter un certain nombre d'idées. Je voudrais aussi parler, par exemple, aujourd'hui, on parle bien sûr partout du Vélib, et il y en a partout. Mais à Conflans, et à ce moment-là, ça faisait rire, et il y a eu des articles, enfin des photos, je dirais, humoristiques, moquant de Rocard sur la bicyclette, qui était comme... bon. Et tout ça pour dire que, si vous voulez, il a voulu expérimenter plein de choses en essayant d'associer les grandes idées et le terroir. Et je voudrais aussi parler du conseil local d'animation, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a été donc mis en place alors dans les années 77-80, je ne peux pas dire exactement l'année, mais qui était une association de tous les acteurs de l'animation sociale, culturelle et pas, tous les acteurs sociaux, j'insiste, parce que c'était intéressant, c'était mettre la culture au service de tous en entendant tous. C'est-à-dire que c'était une réunion de travailleurs sociaux, d'animateurs socioculturels, et puis de plus grands cultureux, entre guillemets, excusez-moi d'employer ces termes, surtout devant Catherine Trottmann, mais c'était quand même ça, quoi. Il y avait Niels Admirari, enfin, qui a quand même maintenant une certaine réputation, qui avait une péniche à Conflans, si vous voulez, et si vous voulez, j'insiste, c'était son terroir, parce que c'était son terroir d'expérimentation et de lien entre les grandes idées. Et voilà. Et ça n'était possible que parce qu'il avait eu la volonté de constituer une équipe avec
des personnes qui venaient de l'extérieur, qui avaient un grand bagage, etc. Comme Jean-Paul, comme Odile, mais aussi beaucoup de gens très enracinés dans le terrain et qui avaient un vieux militantisme. Donc, je voudrais terminer par l'exemple de la batellerie. La batellerie, c'était vraiment une profession en perdition quand Rocard a été élu en 1977. Et pour lui, c'était quand même important, et je pense notamment à ses participations de la batellerie, c'était vraiment important d'essayer de réfléchir à la manière dont cette population en détresse économiquement devait muter. Et ça a sûrement joué un rôle quand il a été Premier ministre, il a réformé l'ONN, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds bien, mais ce que je veux dire, c'est il était parisien, c'est incontestable. Il ne vivait pas à Conflans, c'est incontestable. Il y passait une nuit par semaine, mais il aimait cette ville. Donc, si je retiens bien, contrairement aux hommes politiques qui ont été forgés par leur terroir, là, c'est plutôt l'homme politique qui a forgé le terroir et qui lui a donné sa dimension. Jean-Paul. Je crois que Isabelle a raison. Michel était parisien. Bon, tout son univers était parisien et à l'époque, ses attaches familiales étaient profondément parisiennes. Mais l'arrivée à Conflans, c'est un peu un effet de hasard et de stratégie politique. On cherche une circonscription surtout. Cette circonscription, elle est peut-être gagnable, bien qu'elle est encore à droite. RPR, à l'époque UDR, mais enfin, c'est pareil. Et pour ça, il faut partir d'une base. Cette base, qu'est-ce qu'il va choisir ? Il va tourner, en effet, autour de Poissy, Pontoise, etc. Puis finalement, ça va être Conflans. Pourquoi ? Et ça, c'est très significatif de Michel Rocard, parce qu'il y a des gens sur place, d'ailleurs d'origine protestante, et très PSU de tempérament, mais aussi chrétien, qui l'attendent et qui le veulent. Et c'est donc... c'est intéressant parce que Rocard, quand j'ai fait mon livre sur lui, je me suis aperçu que comment est-ce qu'un type qui avait été aussi engoncé, entouré, bouffé par le gauchisme, finit par devenir Premier ministre dans les ordres de Matignon, il y a quelque chose qui interroge. Eh bien, à Conflans, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va d'abord aller sur le terrain, avec les associations, en faisant pas de la politique politicienne, en étant vraiment à l'écoute des populations pour les promouvoir, pour leur permettre de s'assumer. Et même, comme le disait Isabelle, le Conseil local d'animation, on a eu un conflit à l'époque avec le Parti socialiste, avec Dominique Tadei, qui était le responsable culturel du parti, parce qu'il ne comprenait pas du tout qu'on puisse laisser l'animation à des associations tout en subventionnant. C'était pas la mairie, il n'y avait pas d'office municipal, du sport, culturel, etc. Donc, au fond, les débuts de Rocard à Conflans sont conformes à tout ce qu'il a fait, au fond, dans sa carrière politique, innovant, quasi gauchiste par certains côtés, en tout cas humaniste, cultureux, etc., mais petit à petit, avec la perspective, comme le disait Isabelle à l'instant, de faire de Conflans un modèle, non pas seulement social, mais un modèle économique, et c'était aussi le cas pour la région, puisque, il faut bien le dire, il est à l'origine, mais profondément à l'origine, du fameux schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France, qu'on a mis 8 ans, à imposer dans l'Assemblée un peu baroque dans laquelle j'étais président. Mais peut-être je peux raconter juste cette anecdote. Un beau jour, nous mangeons, c'était la 2e fois en 3 ans, chez Mitterrand, à l'Élysée. Et Mitterrand dit, Monsieur le Premier ministre, quels sont vos chantiers, etc. Alors Rocard avait vu le préfet de région la veille avec moi dans son bureau.
il s'appelait Olivier Philippe, c'était un grand fonctionnaire, qui lui avait dit, écoutez, la région parisienne, c'est un désordre total, il faut faire quelque chose, désordre universitaire, désordre de transport, désordre de l'emploi, etc. Et il faut donc faire un schéma directeur. Rocard, quand on lui donnait une idée qui allait dans le sens de ses convictions, il était immédiatement créatif. Et il dit à Mitterrand, ben voilà, il faut faire un schéma directeur de la région parisienne en consultant tout le monde, etc. Et Mitterrand le regarde et lui dit, mais comment est-ce que vous pouvez vous intéresser à des choses pareilles? Le béton, le bitume, le bordel universitaire, etc. Alors vous m'auriez parlé d'une fleur, d'une église, d'un petit village, j'aurais compris, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est là que l'exocète part directement sur Rocard, qui ne le voit pas arriver, évidemment, à moins que vous vouliez devenir président de la région Île-de-France. Ce qui était doublement, honteux par rapport à Rocard. Et ça veut dire ça veut dire que Rocard était un type, comme l'a dit Isabelle, qui voulait traiter les problèmes, moderniser la gestion, etc. En même temps, il s'appuyait sur des forces qui étaient quand même au cœur du post-68. Hein. Et puis, en même temps, c'était un homme qui avait un profond attachement à ces gens du terroir, comme on dit, qui étaient là, et qui l'avaient profondément aimé, et qui l'ont toujours aimé. Enfin, dire Michel Rocard, aujourd'hui, à Conflans, ça reste une image absolument positive. Mais il ne faut jamais oublier que pour Rocard, il y a le technocrate, le social-démocrate, le keynésien, tout ce qu'on voudra, mais il y a aussi ces pulsions sociétales post-68 et qu'il a très très bien assumé à Conflans. Je crois qu'on peut le dire, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Alors, dans une gestion municipale, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'explosion de l'innovation, toutes ces choses qu'Isabelle a rappelées, dont on était très fiers, parce que c'était quand même... Il y avait, par exemple, une cafétéria tenue par les jeunes. Ils avaient 15, 18 ans. On leur avait remis les clés et ils le géraient. Il y avait ça. Et puis, petit à petit, évidemment, comme la ville était très en retard au niveau équipement, service, c'est incroyable. Le maire antérieur, qui était un paysan, il avait toujours dans sa veste des billets comme ça, et il donnait ça aux gens parce qu'il n'y avait pas de bureau d'aide sociale, il n'y avait pas de BAS, donc c'était invraisemblable. Donc petit à petit, on a modernisé, fait venir de très bons fonctionnaires à nos côtés, et petit à petit, on est devenu davantage gestionnaire. Et quand Michel est parti de la mairie à l'issue de la campagne européenne calamiteuse de 94, moi j'ai repris en accentuant ce côté gestion, modernisation, etc. Mais le rocardisme, notamment local, ça recoupe le rocard national, était comme ça. Avec quand même moi je voudrais quand même dire avec une très grande écoute, parce que si vous voulez, c'était quand même quelqu'un qui était infiniment admiré, j'allais dire un peu, oui, le mot qui me vient c'est déifié, j'exagère, mais si vous voulez, dans le milieu des militants de Conflans, il y avait cette espèce de rayonnement, etc. Et Rocard n'en a jamais joué. Enfin, et si vous voulez, moi je me souviens, c'est une anecdote, mais qui était significative, c'est qu'il y a eu un moment, il y a eu toute une polémique par rapport aux avions qui survolaient Conflans comme un certain, enfin tout ce quoi, avec le développement de Roissy. Et il y avait ces deux événements que je vais raconter. Il voulait absolument, enfin
les militants de base voulaient absolument que Rocard prenne une délibération en conseil municipal pour protester contre le développement de Roissy et contre tous ces avions qui survolaient, qu'il faudrait aller faire survoler ailleurs. Et vraiment, c'est un souvenir fort que je garde, moi, c'est à quel point il les a laissés parler. Je me souviens toute ma vie de ce bureau municipal, peut-être que tu t'en rappelles pas, Jean-Paul, mais de ce bureau municipal où ce sujet a été abordé. Bon, ben moi j'étais gratte-papier, hein, j'étais en retrait, et il les a laissés parler, et il les a laissés parler, et il les a écoutés, etc. Et il a terminé en disant, écoutez, moi je prends l'avion, je pense quand même que le développement de l'aviation en France, c'est une nécessité, et je considère que je ne peux pas prendre une délibération pour dire que c'est chez mon voisin qu'on doit survoler la commune. Et si vous voulez, je raconte cette anecdote parce que c'était quand même très significatif. Autre anecdote, c'était sur le Larzac, vous vous souvenez ? Bon, Philippe Guignot, qui était vraiment un élu à la fois, si je puis dire, techno, ancien d'HEC, mais vraiment aussi un élu de base, PSU de base, etc., avait été dans le Larzac, avait été... Et il avait soutenu cette démarche, et puisque Philippe y avait été avec un mandat du conseil municipal d'écoute et d'analyse, mais en séance de bureau municipal, il écoutait, il le laissait parler, etc., etc. Et il a conclu, mais je veux dire avec une qualité d'écoute et pas du tout une volonté d'imposer son point de vue, il a conclu en disant, en parlant des difficultés du sujet, quoi. Hein. Bon, il n'y avait pas à conclure à ce moment-là, il n'y avait pas la responsabilité, il n'était pas en responsabilité aux affaires. Mais je veux dire qu'il avait quand même, pour parler de cette expérience d'élu local, à la fois, il n'était pas tous les jours sur le terrain, ça c'est sûr, hein, mais il avait quand même une volonté de profiter de toutes ces personnes fortes, engagées, pour avoir vraiment une remontée de la réalité et en tenir compte sans imposer son point de vue. Pour approfondir un petit peu ce que vous venez de dire l'un et l'autre, 1977, c'est ce qu'on a appelé la génération des sabrats, c'est ces nouveaux élus qui conquièrent des municipalités importantes et qui vont permettre d'engranger pour victoire de 81. Et comme on l'a dit un peu dans la table ronde précédente, notamment à travers le rôle de la DELS, la formation des acteurs du développement local, c'était aussi quelque chose qui avait suscité beaucoup d'appétit pour l'innovation, l'expérimentation. Et il y a il y a des commissions extra-municipales, il y a beaucoup de communes où ça s'est mis en place, etc. Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre de ces aspects d'innovation qui, en dehors du BusFon ou du conseil local d'animation, qui aurait une dimension particulière à l'action de Michel Rocard à Conflans et que vous pourriez citer en exemple? Dimension, oui, un peu plus spécifique. Ce qu'on peut dire, c'est que Michel n'avait aucun tabou à l'égard d'aucun sujet. C'est-à-dire qu'il était bien sûr plus un homme du développement économique, de l'industrie, etc., mais il s'est beaucoup intéressé au développement culturel et à l'animation, et surtout à rapprocher les gens de leur terrain sur le plan des idées, de la culture. Donc, à l'époque, les commissions extra-municipales et les pouvoirs qu'on leur donnait, parce qu'on peut toujours faire une commission extra-municipale. Et les comités de quartier, excuse-moi. Voilà, et les comités de quartier, qui avaient 5-6 comités de quartier qui étaient déjà dotés d'un budget particulier, etc. Donc tout ça a été lancé avant que ça soit repris un peu partout. Et encore une fois, la conception sous-jacente de Rocard, c'est que des communes, des régions, des départements, des entités de collectivités locales pouvaient faire des choses
aussi bien et même à la place de l'État. La conviction de Rocard, c'était une conviction quand même relativement fédéraliste. Et ça était très mal porté dans le Parti socialiste à l'époque. On n'était vraiment pas... et moi, je me suis toujours battu avec ça. Même quand j'étais président de la région Île-de-France, j'avais l'impression d'être complètement isolé sur cette affaire. Parce que la tradition française, au fond, elle se résume presque en une seule chose. Il y a la République et il y a les chouans. Et la province, les élus, les régions, c'est les chouans. C'est-à-dire que pour les socialistes, il n'y a pas de sens à gouverner, si j'ose dire, localement. C'est un vrai sujet. Michel n'a pas été jusqu'au bout de ça parce qu'il est mort trop tôt. Mais je pense que c'est ce qu'il portait en lui. C'est-à-dire, d'ailleurs, à partir du colloque de Grenoble et tout ça, bien sûr. Mais on n'avait pas encore cette dimension, non pas du remplacement, puisque c'est une question qu'on discute sans arrêt en ce moment, mais de pouvoir se substituer en subsidiarité à l'État et à faire les choses localement. Et d'ailleurs, je pense que, très franchement, ça, c'était une conviction qu'il avait. Il connaissait beaucoup l'Allemagne. Il avait des rapports avec Schröder et avec les socialistes de l'époque assez approfondis. Et lui, il pensait fondamentalement que le système allemand, la prééminence des régions, c'est leur capacité d'action, comme on l'a vu d'ailleurs dans une certaine mesure sur la crise sanitaire, était un plus et permettait de faire mieux. Et en particulier, on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises intermédiaires, il y en a 3,5 fois plus en Allemagne qu'en France. Et si on s'attriste de la désindustrialisation, etc., chez nous, oui, d'accord, mais on n'a jamais été capable d'aider véritablement à la base parce que l'État ne le veut pas. Et ça continue. Alors, est-ce que la sortie de cette crise sanitaire donnera aux élus locaux une bénédiction suffisante pour apparaître comme de vrais responsables, etc. Et je pense là en particulier aux fêtes régionales, parce que c'est quand même en grande partie là que ça se joue, c'est quand même un vrai sujet et qui aurait été parfaitement raccord avec les convictions de Michel Rocard. N'oubliez pas non plus que dans sa vie politique, il a toujours été à la recherche de formules modernes de gestion. Et même si ça fait rire certains, l'autogestion yougoslave, etc., tout ce qu'il a porté à l'époque, c'était dans le même esprit, c'est-à-dire rapprochons les citoyens des responsabilités. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'après la crise des Gilets jaunes, après tout ce qui se passe sur le plan sanitaire, ça commence à être presque évident. Est-ce qu'on y arrivera ? Pas sûr, parce que les candidats à venir de la présidentielle n'ont pas tous des convictions décentralisatrices accrochées au cœur, que ce soit le président de la République ou bien sûr Madame Le Pen, que j'ai eu l'occasion moi de me confronter avec elle à la région, puisqu'elle a été élue régionale pendant assez longtemps. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire, la question de Jean-François est évidemment forte, on ne peut pas dire qu'il y avait des choses absolument essentielles, des gadgets, des choses vraiment dont on peut parler, non, mais il y avait un esprit, un esprit de mise en place de responsabilité au niveau local, de décentralisation, de la décentralisation d'ailleurs, en allant le plus loin possible, au niveau des quartiers, ça c'était quand même une originalité très forte de la gestion de Michel Rocard. C'est pour ça qu'il avait tellement d'amour pour cette ville, c'est parce qu'il avait pu enfin y développer des choses qui jusqu'ici étaient restées purement théoriques. Moi je voudrais, dans le prolongement, et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, il faisait de Conflans un lieu de l'innovation
et de la recherche de nouvelles choses. Alors il y a des choses qui maintenant effectivement sont entrées, si je puis dire, dans le grand public, mais en 77, il y avait relativement, enfin à ma connaissance, quasiment pas, mais je dis à ma connaissance, ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Il y avait Georges Frêche quand même, qui est un grand décentralisateur. Mais il y avait, si vous voulez, il a mis en place une pépinière d'entreprise. Et si vous voulez, on en parlait, maintenant tout le monde en parle, évidemment, de ces pépinières d'entreprise, etc. Mais en 77, je vous assure que tout le monde n'en parlait pas. Et là aussi, il a pris des risques. Et je ne vais pas donner de nom, mais c'est vrai qu'on a eu une drôle d'affaire à gérer avec des voitures amphibies. Je ne sais pas si tu te souviens. Bon, alors... Il y a prescription. Comment ? Je dis il y a prescription. Non, mais je ne vais pas rentrer. Bon, mais je donne cet exemple, parce qu'évidemment, on peut dire c'était un peu farfelu d'aider cette expérimentation dans des limites, etc. Mais il y avait cette volonté d'aider à des innovations, à des recherches, utiliser tout ce qu'on pouvait. Tu l'as un tout petit peu cité, mais moi je voudrais quand même rappeler Conflans rencontre. Alors, des clubs de prévention spécialisés, ce n'est pas Michel Rocard qui a mis les premiers en place. Hein. Mais d'abord, il n'y en avait pas tant que ça, mais là, c'était surtout innovateur par la manière dont il gérait. Il avait mis en place la gestion de cette équipe de prévention spécialisée, en déjà créant une entreprise d'insertion par l'économie, puisqu'il y avait la gestion de la cafette, comme on disait, de la cafette de la piscine patinoire. Bon, non, je donne ces deux exemples parce que je crois que c'était vraiment, il avait vraiment le souci, dès qu'il y avait quelque chose là qui était lancé par X, ça pouvait être un Parisien ou ça pouvait être un local, ou bon, de saisir ça au bon et de nous dire, à nous, allez, maintenant, en avant, il faut que ça avance, et puis en laissant une très grande marge, encore une fois, d'innovation, et avec un souci, bien sûr, aussi de réalisme et fixer des limites. Ça, c'était... Mais enfin, c'est vrai que... bon, moi, j'ai été à Conflans de 77 à 81. Après, j'ai suivi au cabinet quelque temps. Mais donc, j'ai connu cette période d'effervescence, de souci d'innovation, d'expérimentation, dans la confiance, la bienveillance à l'égard des partenaires locaux et dans un système de vraie écoute. Enfin, j'insiste là-dessus parce que ce n'était pas du tout les idées des intellos qu'on imposait. C'est une idée d'un intello, maintenant vous allez sur le terrain, vous voyez à quoi ça correspond localement, comment on peut l'adapter, qu'est-ce que vous pouvez faire, et c'est vrai que c'était ça la force, quoi. Je retiens l'idée, donc, que plus que les items d'innovation, c'est l'esprit dans lequel ils étaient faits et conduit finalement jusqu'au maximum de ce qu'il était possible de faire en matière de délégation de pouvoir et de responsabilité. En fait, c'était, moi c'est ma conviction, hein, c'était la volonté de permettre aux gens d'agir dans un climat favorable. Bienveillant, c'est le mot qui convient. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu pratiquement, je me souviens même pas, sur 30 ans, passé à Conflans, je ne me souviens pas d'un conflit important, sauf d'un conflit industriel, quand Alcatel a fermé une usine de 4000 salariés à Conflans, ce qui est quand même énorme. Mais là, Rocard s'est mobilisé pour assurer le remplacement industriel, etc. Ça a été très dur, très conflictuel avec la CGT à l'époque, mais on peut comprendre les ouvriers de l'époque. Mais l'important, c'était de permettre que les choses avancent et qu'il n'y ait pas, et qu'on respecte tout le monde. C'est-à-dire que c'est un peu incroyable, c'est qu'il était respecté à la fois des généalogistes, des folkeux, des roqueux, etc. Et puis en même temps, il était respecté par des gens
extrêmement précis, les timbres-poste, etc. Parce que Michel avait, en effet, et ça c'est un peu exceptionnel, je ne suis pas sûr qu'on voit ça avant longtemps, une capacité à accepter le débat, le dialogue, à aller jusqu'au bout et à essayer de ne jamais imposer une solution de force. Et ça, vous voyez, dans la vie d'aujourd'hui, est-ce que ça serait possible ? Avec les polémiques incessantes, les réseaux sociaux, etc. Pas sûr. Mais enfin, lui, il a quand même essayé, il l'a fait toute sa vie. Et d'ailleurs, le nom de son club, Convaincre, était quelque chose de significatif à soi seul. L'idée de Rocard, c'était que la conviction doit aller à la conviction et la bonne foi à la bonne foi. Alors, il y avait un côté, on peut dire, il y avait un côté naïf. Peut-être. Moi, je ne l'ai jamais senti comme ça. C'était plutôt une bonne manière de faire de la politique, c'est de toujours mettre de côté avec soi les gens qui voulaient avancer et qui étaient quand même la plupart du temps globalement majoritaires. Alors, avec un souci important qui est la reconstruction d'une France différente, plus décentralisée. Moi, puisque Jean-Paul Planchot est là dans la salle, je me souviens qu'avec Jean-Paul, à la région, on a inventé ce qu'on appelle la région de plein exercice, c'est-à-dire qui peut aller dans tous les domaines de compétences. On s'en moque, si j'ose dire, de la répartition des compétences. Elle n'a jamais été faite de manière très convaincante. Mais d'un côté, les départements et les lycées et les collèges, tout ça, c'était quand même de l'aberration au départ. Mais il y a cette capacité incroyable qu'il avait de convaincre, et d'ailleurs qui s'est exprimé de la manière la plus forte sur une vraie guerre civile qu'était la Calédonie à l'époque. Mais tout ça, c'est lui. Et il n'a jamais... Nous, on était parfois avec Jean-François un peu agacés des rendez-vous qu'il prenait à Matignon avec les uns avec les autres. Par exemple, il a dû passer plus de temps avec Popren qu'avec Bérégovoy, ce qui peut paraître un peu stupéfiant. Mais pourquoi ? Parce que c'était le débat en permanence, on avançait sur le front de classe et les choses vraiment fondamentales du socialisme. Mais il était comme ça, il était passionné par ça, et en même temps, il lâchait rarement. Parce que, comme l'a dit Isabelle, quand on démarrait une opération, fallait aller au bout. Ce n'était pas possible de s'arrêter au milieu et de dire aux gens bah, « excusez-moi, je ne suis pas capable ». Quand on voit ce qui se passe en matière d'environnement aujourd'hui et tout ça, ça ferait réfléchir beaucoup. Merci Jean-Paul. Pierre-Emmanuel, quelques observations en complément de ces témoignages ? Pardon, j'avais éteint mon micro voilà. pour ne pas perturber. Juste pour revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure de l'originalité finalement de Michel Rocard par rapport effectivement à d'autres maires qui en 77 eh bien, mettent en œuvre des politiques, notamment je pense à La Rochelle, je pense à Lille, qui sont assez proches de celles de Rocard. Je pense que par contre, cette question de l'esprit, elle est vraiment présente. C'est-à-dire que chez Rocard, il y a une véritable volonté d'écouter. Et j'ai eu l'occasion, par ailleurs, de rencontrer beaucoup de conflanés et de conflanesses qui ont été marqués par cette expérience-là. Il y a une véritable ébullition et un sentiment de démocratie locale qui était très nouveau et qui a vraiment surpris les gens. Et je pense qu'il y avait cette vraie volonté d'appliquer ces principes-là. Ce n'était pas juste des principes, c'était de les mettre en application concrètement, et ce jusqu'aux années 80 et jusqu'à Jean-Paul Huchon, son départ à la région. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau qu'on ne va pas retrouver dans toutes les expériences municipales. Il y a eu un moment 77, mais je ne suis pas sûr dans toutes les villes qui ont appliqué ces idées-là, on le retrouve en 78, 79, etc. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis, j'ai trouvé intéressant ce qu'a dit Jean-Paul Huchon sur les rapports entre Rocard et l'Allemagne. Bon, c'est un pays qui m'est cher pour d'autres raisons et qu'il faudra creuser un jour, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à dire. Et il prend à plusieurs reprises, quand il est à la région, l'exemple de la Ruhr. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est une région
qui en fait a bien vécu sa désindustrialisation et où très tôt il y a une vie politique animée d'ailleurs par le SPD, par les socialistes, qui visait justement à mettre en place des cadres de vie pour sortir de la région charbon, de la région automobile. Voilà. Moi, je voudrais quand même dire encore quelque chose, parce qu'en 77, il y a eu effectivement beaucoup de villes qui sont passées à gauche. Et sur l'incitation sans doute de Pierre Mauroy, tout à coup je me souviens plus de son nom, là, son directeur de cabinet qui est devenu ensuite Michel Delbar. Excusez-moi, ça paraît ridicule d'oublier 5 minutes son nom. Peut-être un lapsus significatif, j'en sais rien. En tout cas, si vous voulez, Michel Delbar avait pour mission, de la part de Mauroy, de chaperonner, si je puis dire, tous les directeurs de cabinet de ces nouveaux élus, etc. Alors, ceci étant, il faisait ça très bien, etc. Mais on voyait bien, enfin, quand on était dans la position où j'étais, la différence de démarche. C'est-à-dire qu'il y avait une démarche, mais je le dis sans être désagréable, mais enfin un peu politicienne. On est en train de conquérir le pouvoir, il faut qu'on le conquiert de tous les côtés. Et la démarche de Rocard, ça n'avait rien à voir, quoi. C'est-à-dire que la démarche de Rocard, c'était, pour reprendre, c'était vraiment le bottom-up. Écoutons, innovons, mais à partir de ce qui se passe ici et maintenant. Et il y avait quand même tout un courant à l'intérieur du PS, qui était de dire on a gagné les villes, en 77, il faut gagner les élections. Pardon. Donc, mais c'était quand même deux démarches très différentes, quoi, qui ont chacune leur logique. Bon, ben, si je retiens bien ce qui a été dit, pour peut-être conclure cette première séquence, cette deuxième séquence et cette matinée, donc finalement, l'esprit qui l'a impulsé, c'était... quand Jaurès disait que le socialisme, c'était la démocratie jusqu'au bout, c'était la manière de le mettre en œuvre sur le terrain et au plan local. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.